C'est complètement lié avec la vie. Juillet 2026. L'image d'une icône vacille doucement. À 74 ans, Gilbert Montagnier, l'homme aux éternelles lunettes noires, l'homme qui a fait danser la France entière sous les sunlights des tropiques, s'assoit devant une caméra pour une confession troublante. Sans phare, sans artifice, il parle de la fin, de sa propre fin. Avec une lucidité désarmante, il rejette catégoriquement l'idée de finir ses jours dans un de ces établissements médicalisés, ces EHPAD qu'il juge parfois insoutenables. Son souhait ? S'éteindre chez lui, doucement, entouré de l'amour des siens. Mais ce qui frappe le plus dans cet entretien, ce n'est pas la préparation de son départ, c'est son absence absolue de peur face à l'au-delà. Pourquoi un homme qui a passé sa vie à chanter la lumière aborde-t-il l'ombre ultime avec une telle sérénité ? Pour comprendre cette paix majestueuse, il faut remonter le temps. Il faut plonger dans la genèse d'un destin qui n'aurait jamais dû s'écrire. Retour en arrière. Paris, 28 décembre 1951. Un hôpital froid, une urgence médicale absolue. Une mère terrifiée donne naissance à un enfant prématuré de 5 mois et demi. Ce n'est pas encore un bébé, c'est à peine un souffle de vie, 950 grammes d'une fragilité extrême. Dans les couloirs antiseptisés, le couperet médical tombe, implacable et cruel. Les médecins, impuissants, lâchent à ses parents cette phrase terrible, une sentence qui entra la famille. Le petit va s'éteindre comme une bougie. Mais cette petite lueur refuse de s'éteindre. Le nourrisson s'accroche à l'existence avec une rage invisible. Pour le sauver, la médecine de l'époque le place sous assistance respiratoire, dans une couveuse. Et c'est là que le miracle bascule dans la tragédie. Un excès d'oxygène dans l'incubateur lui brûle irrémédiablement la rétine. L'erreur médicale le sauve de la mort, mais le condamne à une nuit perpétuelle. L'enfant survivra, mais il ne verra jamais le visage de sa mère. Essayez de ressentir le choc psychologique pour cette famille modeste. Dans la France des années 50, naître non-voyant dans un milieu ouvrier, c'est recevoir une condamnation sociale presque définitive. La société n'a aucune place pour les personnes différentes. L'angoisse devient le quotidien de ses parents. Comment va-t-il survivre dans un monde dessiné exclusivement pour ceux qui voient ? Quelle sera sa place ? On murmure, avec une pitié condescendante, que son avenir se résumera à jouer de l'accordéon à la sortie du métro ou sur le parvis d'une église pour récolter quelques pièces. C'est l'étiquette brutale que l'époque lui colle sur le front. Inutile, dépendant, brisé. Pourtant, dans cet univers privé de couleurs, le cerveau de l'enfant compense d'une manière prodigieuse. Le silence n'existe pas. Là où nous voyons des murs, Gilbert entend la matière. Les bruits de la rue, les inflexions de voix, les résonances d'une pièce deviennent son architecture mentale. Le noir n'est pas un vide effrayant, c'est une toile vierge où ses autres sens commencent à peindre une réalité bien plus complexe, bien plus vibrante que la nôtre. Mais le destin ignorait une chose fondamentale. En privant cet enfant de la lumière physique, il lui a offert un outil bien plus redoutable pour conquérir le monde, une ouïe capable de capter les fréquences de l'âme humaine. Dans les rues de ce Paris ouvrier, le jeune Gilbert comprend très vite que le regard de la société est une prison bien plus étouffante que sa propre cécité. Il refuse de toutes les fibres de son être cette étiquette infamante de handicapé. Pour lui, son état n'est pas une défaillance de son être, c'est le monde autour de lui qui est mal conçu. C'est la rue qui est truffée d'obstacles, ce sont les mentalités qui sont bornées. À l'âge de 5 ans, une rencontre va tout changer. Pas avec une personne, mais avec une entité imposante. Un piano. Pourquoi le piano ? Imaginez la portée psychologique de cet instrument pour un enfant plongé dans la nuit. 88 touches, une géométrie parfaite, immuable, prévisible. Sous ses doigts, le clavier devient le seul territoire qu'il maîtrise totalement. Un royaume où il est enfin l'égal des voyants. Mieux encore, il y est supérieur. La musique n'a pas besoin de rétine, elle se nourrit de l'âme. Il intègre l'Institut national des jeunes aveugles, INJA, une institution rigide façonnée par l'exigence classique. Les professeurs y voient un talent brut qu'il faut formater pour en faire un concertiste discipliné. Mais l'esprit de Gilbert étouffe dans les partitions figées. Son corps réclame une autre vibration, une pulsation plus sauvage, plus instinctive.
Il entend les rythmes qui traversent l'Atlantique, le jazz, la soul, le frisson de la musique afro-américaine. C'est une révélation. Il choisit l'oreille contre la partition, la liberté de l'improvisation contre la tyrannie de la règle. Puis la vie frappe avec la brutalité d'un métronome détraqué. L'adolescence est marquée par un drame indicible, la perte de ses parents. L'orphelin se retrouve livré à lui-même dans une ville qui ne l'attend pas. Le deuil aurait pu le briser, l'enfermer définitivement dans le rôle de victime que la société lui réservait. Au lieu de cela, il prend une décision insensée, presque suicidaire. Il tourne le dos à la sécurité scolaire, quitte le lycée et prend un aller simple vers l'inconnu. Direction ? Les États-Unis, puis l'Angleterre. Ce départ n'est pas un simple voyage initiatique. C'est une fuite vitale, une évasion mentale et physique. Mettez-vous à sa place, ne serait-ce qu'une seconde. Imaginez l'audace absolue. Un jeune homme aveugle, sans un sou, sans repère, atterrissant dans le chaos sensoriel d'une métropole étrangère au début des années 70. Chaque rue à traverser est un défi. Chaque interaction est un saut dans le vide. Londres et Miami deviennent son laboratoire de survie. Il se frotte aux clubs, aux musiciens locaux, forgeant son identité loin du regard paternaliste de son pays natal. Il ne veut plus qu'on s'apitoie sur son sort, il veut qu'on l'écoute. Et dans l'effervescence d'un studio londonien, en 1971, ce jeune exilé de l'ombre va accomplir l'impensable. Il va allumer une étincelle qui va aveugler le monde entier, découvrant que le prix de la lumière peut s'avérer aussi lourd que celui des ténèbres. Imaginez ce jeune Français de 20 ans, arrivé presque sans rien sur le sol britannique, s'avançant prudemment vers le micro. Il ne perçoit pas les regards dubitatifs derrière la vitre, mais il capte avec une acuité féroce la tension de la pièce. Lorsqu'il pose ses mains sur le clavier et que sa voix s'élève, rocailleuse, puissante, imprégnée d'une âme saoule qui semble avoir traversé des décennies d'épreuves, le miracle absolu se produit. Cette alchimie dure 3 minutes et demie. Le titre s'appelle The Fool. C'est une déflagration totale. Le jeune homme que la société destinée à l'assistanat propulse son cri de ralliement en tête des palmarès. L'enfant vulnérable se métamorphose en superstar. Puis arrivent les années 80, et avec elles, la consécration ultime. Gilbert Montagné ne chante plus de simples mélodies. Il devient le grand architecte de l'allégresse française. Des hymnes intemporels, comme On va s'aimer, ou Les Sunlights des tropiques, envahissent toutes les ondes. Il devient l'ambassadeur de la fête, le visage éternellement souriant d'une époque avide de légèreté. Mais en tant qu'observateur averti, analysons l'envers terrifiant de ce décor. Mettons de côté les disques d'or et explorons le paradoxe psychologique de cette célébrité. Imaginez le vertige de la gloire. Vous êtes au centre de la plus grande arène d'Europe. 50 000 personnes hurlent votre prénom. Des milliers de flashs crépitent en rafale. Vous ressentez la chaleur des projecteurs, la vibration tellurique des basses, la masse humaine frémissante. La foule vous renvoie une adoration aveugle. Pourtant pour vous, au centre exact de ce cyclone titanesque de ferveur et de lumière, il n'y a que la nuit. Une nuit insondable, traversée de bruits assourdissants. Cette asymétrie sensorielle radicale forge une psychologie d'une vertigineuse complexité. Gilbert s'enferme alors dans la tyrannie de la positivité. Le public exige de lui qu'il soit une source inépuisable de joie. Pourquoi ? Parce que l'inconscient collectif est fondamentalement troublé par la différence. Il porte ses larges lunettes noires non seulement pour protéger ses yeux, mais surtout pour rassurer ceux qui voient. Il devient le prisonnier volontaire d'un rôle épuisant. Il doit sourire inlassablement pour prouver que son état n'est pas une fatalité digne de compassion. Car la pitié, c'est le poison qu'il a toujours fui. C'est une magnifique cage dorée. Être l'homme qui donne la pêche, c'est s'interdire publiquement le droit à la mélancolie. C'est maintenir un masque solaire au-dessus d'un abîme intérieur. Quand le lourd rideau de velours rouge tombe, quand l'écho des ovations s'éteint dans les couloirs froids, le contraste est d'une brutalité indescriptible. La descente d'adrénaline est une chute vertigineuse. Le roi de la fête se retrouve seul dans le silence accablant d'une loge. La gloire ne guérit jamais la solitude fondamentale de l'être humain. Il a le monde à ses pieds, mais marche sur un fil, maintenu en équilibre par la pression d'une image publique qu'il ne pourra jamais lui-même contempler dans un miroir. Le grand public
imagine souvent que la pire épreuve est de perdre définitivement la vue. C'est une erreur de perspective. L'obscurité la plus effrayante n'est pas l'absence de lumière, mais l'extinction inattendue de l'amour. Nous sommes en 1993. Gilbert Montagné voit son monde voler en éclats. Son épouse, Maureen Byrne, demande le divorce après 18 ans de mariage. Pour l'artiste, ce n'est pas une simple rupture sentimentale, c'est un séisme psychologique dévastateur. Il l'avouera plus tard, avec pudeur. Quand on t'apprend que tu as perdu l'affaire, c'est un peu dur. La vérité est plus crue. Cette épreuve l'a littéralement détruit de l'intérieur. Pour mesurer ce gouffre émotionnel, défaisons-nous de nos certitudes de voyants. Pour une personne privée de la vue, un partenaire de vie pendant près de 2 décennies représente bien plus qu'une moitié romantique. C'est une boussole spatiale inestimable, un ancrage rassurant, une interface de confiance absolue face à un monde imprévisible. Quand cette présence s'évapore, ce n'est pas seulement le cœur qui se déchire, c'est tout l'espace environnant qui se désintègre. L'artiste se retrouve exilé dans sa propre vie, confronté à un abandon qui réveille les traumatismes de son enfance. Le silence de sa grande maison devient un écho accusateur. Son ego, armure forgée par le succès, s'effondre. Adulé par les foules, il n'est plus dans la solitude de sa chambre qu'un homme foudroyé par la perte de son repère absolu. Pourtant, c'est au fond de cette détresse indicible que s'amorce une lente résurrection. La guérison psychologique ne viendra pas des applaudissements d'un public anonyme. Elle prendra les traits d'une présence discrète, patiente et immensément bienveillante, Nicole. Elle était une amie de longue date. Elle connaissait l'homme faillible sous l'éternel sourire commercial. Nicole ne lui offre pas l'apitoiement toxique qu'il abhorre, elle lui offre une stabilité ancrée dans la réalité brute. Geste après geste, avec une infinie délicatesse, elle l'aide à ramasser les morceaux tranchants de sa dignité brisée. Elle devient la nouvelle clarté de sa vie, non par des éclats aveuglants, mais par la chaleur constante d'un feu de cheminée. Leurs liens se tissent avec une solidité inébranlable. Ils s'unissent en 1999. L'homme brisé laisse place à un homme apaisé, déclarant n'avoir jamais été aussi bien. Mais le destin, dans sa générosité stupéfiante envers ceux qui ont traversé le pire, leur réserve un dénouement digne d'un grand film. Une tournure inattendue. Eric, le fils de Gilberte, croise le chemin de la fille de Nicole. C'est un coup de foudre immédiat. Leurs enfants tombent éperdument amoureux et se marient à leur tour. La famille recomposée se métamorphose en une forteresse affective impénétrable. C'est la preuve éclatante que même après le chaos le plus total, l'amour possède cette capacité fascinante à réorganiser l'univers pour rétablir une harmonie souveraine. Apaisé, adossé à ce sanctuaire familial indestructible, Gilbert prend alors conscience que son influence ne doit plus se limiter à la musique. Il s'apprête ainsi à livrer une bataille redoutable dans l'arène la plus féroce, le monde impitoyable de la politique. Quand un homme a passé sa vie à conquérir les foules et à faire vibrer les salles les plus mythiques, il développe inévitablement une certitude, celle d'être entendu. Fort de sa renaissance intime, adossé à une famille unie qui le protège des tempêtes, Gilbert Montagné ressent un besoin viscéral de rendre l'appareil. Il ne veut plus se contenter de faire danser la France. Il veut changer le destin de ceux qui vivent dans le même silence visuel que lui, mais sans le bouclier protecteur de la célébrité. C'est ainsi qu'il fait le choix audacieux et d'une pureté presque candide de pénétrer dans le théâtre le plus complexe et le plus impitoyable de la République, la politique. Nous sommes en 2007. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, l'artiste est chargé d'une mission gouvernementale officielle. Gilbert dépose un rapport exhaustif, un véritable cri de ralliement pour détruire les barrières invisibles qui entravent le quotidien des personnes non-voyantes. Il ne réclame surtout pas l'aumône de la compassion, il exige l'implacable droiture de l'égalité. Il mène une croisade intellectuelle acharnée pour des droits fondamentaux qui nous semblent aujourd'hui évidents. L'imposition du braille sur les emballages de médicaments vitaux ou la généralisation de l'audiodescription à la télévision. En 2009, il franchit le point de non-retour en acceptant le poste de secrétaire national chargé des handicaps au sein de l'UMP. Cependant, analysons le choc terrifiant des cultures psychologiques. L'artiste
habitué à la réponse immédiate et sincère d'un public conquis, se heurte de plein fouet à la froideur calculatrice de la machine étatique. Dans l'industrie de la musique, son talent dicte sa loi. Dans les couloirs feutrés du pouvoir, ses urgences humanistes se percutent au mur infranchissable de l'inertie bureaucratique. Il découvre avec une amertume glaçante que les sourires des politiciens ne ressemblent en rien à ceux de ses admirateurs. Les dirigeants l'écoutent souvent pour s'acheter une caution morale, pour polir leur image publique, mais derrière les portes closes des ministères, les promesses s'évaporent et les dossiers d'urgence sont enterrés. La désillusion est brutale. Début 2011, constatant que le plan national s'enlise et que des textes cruciaux sont sacrifiés sur l'autel des calculs électoraux, Gilbert Montagné prend une décision foudroyante. Il démissionne. Il claque la porte des instances dirigeantes. Pour le citoyen lambda, cela pourrait ressembler à un constat d'impuissance. Mais sur le plan de l'analyse comportementale, c'est l'acte de bravoure le plus magistral de son parcours. En refusant de devenir un simple vernis éthique, en rejetant la compromission d'une place confortable, il préserve l'intégrité absolue de son combat. Il jette sa démission comme une gifle cinglante à l'hypocrisie du système. Son message tacite est d'une puissance redoutable. Le véritable déficit, ce n'est pas de vivre sans la vue, c'est l'aveuglement moral d'une élite incapable d'empathie réelle. Mais cette droiture des reins, qui lui a permis de tenir tête aux plus hautes sphères du pouvoir, va très bientôt subir un test infiniment plus intime et dévastateur lorsque l'œuvre fondatrice de sa carrière sera traînée devant la justice pour un verdict implacable. Le coup de grâce tombe à la fin de l'année 2024. La justice française rend un verdict implacable concernant l'hymne absolu de sa carrière, On va s'aimer. Le tribunal tranche en faveur d'une accusation de plagiat d'une chanson italienne des années 70. La sanction est d'une sévérité glaciale. L'artiste est déchu de ses droits d'auteur sur la chanson qui a défini son existence publique. L'ironie du destin est cruelle. Souvenez-vous, en 2009, il avait affronté une célèbre chaîne de restauration pour avoir parodié ce même titre, remportant un dédommagement de 30 000 €. 15 ans plus tard, c'est exactement cette même somme qu'il est condamné à verser aux héritiers du compositeur italien. Perdre la paternité de son chef-d'œuvre à l'automne de sa vie aurait pu plonger n'importe quel créateur dans une amertume dévorante. C'est l'effondrement public d'un pilier identitaire. Mais c'est ici, face à cette dépossession matérielle, que la véritable grandeur psychologique de l'homme se révèle dans toute sa splendeur. Loin de sombrer dans le ressentiment, Gilbert choisit l'élévation. L'argent, la gloire, la propriété intellectuelle, tout cela appartient au domaine du tangible, du provisoire. Il a depuis longtemps transcendé cette dimension. La preuve la plus éclatante remonte à quelques années, lorsqu'il a refusé catégoriquement de subir une opération expérimentale d'implant rétinien. Pourquoi refuser de recouvrer la vue à l'aube du miracle médical ? Parce qu'il a compris avec une sagesse inouïe que sa vision intérieure était infiniment plus riche, plus nuancée, que le monde physique saturé d'images souvent factices. Il préfère s'émerveiller de l'indépendance que lui offre la technologie, rendant un hommage poignant aux innovations vocales de notre époque qui lui ont rendu sa pleine autonomie au quotidien sans avoir besoin d'yeux pour s'orienter. Ce qui nous ramène invariablement à ce mois de juillet 2026. L'interview bouleversante par laquelle nous avons commencé cette histoire. Face à la caméra, à 74 ans, l'homme regarde le crépuscule poindre à l'horizon sans ciller. L'enfant prématuré de 950 grammes, dont la flamme devait s'éteindre dans une froide couveuse, a traversé 7 décennies d'incendies émotionnels. Lorsqu'il déclare vouloir rester chez lui, le temps venu pour s'éteindre avec douceur, il n'y a aucune tristesse dans ses mots, seulement une acceptation majestueuse. Il n'a aucune appréhension de ce qu'il appelle la vie d'après. Il espère simplement, avec humilité, qu'on gardera de lui le souvenir d'un homme agréable, doté d'un certain talent. C'est la conclusion fascinante d'un parcours hors du commun. Un homme qui, sans jamais avoir pu croiser son propre reflet dans un miroir, a su éclairer l'âme de plusieurs générations. Et cela nous pousse inévitablement vers une remise en question totale. Je vous laisse méditer sur cette réflexion vertigineuse. Dites-moi tout dans l'espace des commentaires.
Quelle est la leçon de résilience qui vous a le plus marqué dans l'histoire de Gilbert Montagné? Quelle chanson de lui résonne différemment en vous aujourd'hui? Si cette analyse psychologique vous a touché, prenez une seconde pour liker la vidéo, partagez-la avec vos proches pour faire vivre ce récit et surtout abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche. Prenez soin de vous, ouvrez grand votre regard intérieur et à très bientôt.